Edith Jolicoeur, qui est artiste peintre et consultante branchée, elle nous revient avec sa chronique numéro 3, la chronique branchée, le web 1.0, 2.0, 3.0 et réactif. Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bonjour Edith. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. J'ai l'impression que je fais partie des gens que tu vas démêler ce matin. Ben, ce serait agréable d'arriver à démêler quelques personnes. En fait, c'est pas très compliqué, c'est juste de s'y arrêter. OK, alors allons-y tout de suite avec ces mots-là, parce que bon, 2.0, on est habitué de l'entendre plus fréquemment, mais combien de gens parmi nous savent vraiment distinguer ces web différents-là et le web réactif aussi dans tout ça? Ça semble être plutôt simple à ton avis, à toi. Ouais, ben souvent je fais l'analogie avec les maisons. Hein. On se souvient, j'ai Facebook par rapport à c'est notre maison, la page c'est un commerce. Le web 1, 2, 3, 0 est réactif. On peut ramener encore notre analogie. En fait, le 1.0 c'est comme la base, la fondation ou notre sous-sol. C'est ce qui a parti le web dans les années 90. Donc c'est ce qui se trouve à être plus unidirectionnel. C'est-à-dire on a des diffuseurs qui vont faire des sites web. Donc leur contenu est dirigé vers les internautes. C'est dans un sens seulement, donc c'est la base du web. Est-ce que ça va jusque-là? Jusqu'à maintenant, ça se tient là. Ça se tient. Oui. Là, après ça, on va rajouter un étage. Donc, on va construire ce qu'on appelle le 2.0, ce que les gens entendent le plus souvent, dans le fond. Le 2.0, c'est bidirectionnel. Donc, ça veut dire du diffuseur vers les internautes, des internautes vers la personne qui diffuse le message, puis des internautes entre eux. Donc, les réseaux sociaux, entre autres, mais les médias sociaux, globalement, incluent aussi les blogs, qui est la base du 2.0, puis, par extension, les réseaux sociaux qui sont les plus connus, si on nomme Facebook, Twitter, Flickr, YouTube et ainsi de suite. Là, il y en a toute une panoplie. Donc ça entre dans le 2.0 parce que c'est interactif. OK. Donc, c'est collaboratif. On va mettre du contenu, les gens vont collaborer, vont réagir. Si on revient à notre 1.0, qui est la base, il n'y a pas vraiment de réaction. On va avoir un site Internet en français, oui, ou straight de base, où il n'y aura pas d'interaction. Alors ça, c'est le 1.0. 2.0, on rajoute l'interaction, la collaboration. Puis là, si on veut aller plus loin, on peut ajouter un nouvel étage qu'on va appeler le 3.0. Le 3.0, on l'entend de plus en plus. Les gens emploient le terme de plus en plus. La définition est pas fixe. Moi, je l'ai trouvé dans mes recherches différentes définitions, mais je crois qu'on peut s'entendre sur 2 points principaux pour le 3.0, qui sont la géolocalisation et la sémantique. Donc, la géolocalisation, c'est de nous situer géographiquement où est-ce qu'on est. Donc, il y a des applications mobiles, par exemple, qui vont utiliser la géolocalisation. Quand on entre dans notre téléphone ou dans notre tablette une nouvelle application, souvent, on va avoir une petite demande d'autorisation. Est-ce que vous autorisez l'application à utiliser vos données de localisation? On doit accepter ou non. Quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, c'est qu'ensuite, la sémantique embarque, donc le web pseudo-intelligent. Puis là, ça va nous donner des résultats en fonction de notre situation géographique. D'où on est. Donc, si on revient un petit peu, parce que là, plus ça va, plus le 1, 2, 3, 0 deviennent mélangés ensemble. Tout ça devient un tout. Donc, si on est dans notre géolocalisation, toujours, on revient à nos applications qui sont peut-être un peu plus d'ordre 2.0, comme Foursquare, par exemple, qui est une application de géolocalisation qui va nous donner des résultats en fonction de l'endroit où on se trouve. Par exemple, si on a notre téléphone mobile dans nos poches, on est en déplacement, on arrive dans une nouvelle ville. Je l'ai fait récemment, je suis allée du côté d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, pour une conférence que j'avais à donner là-bas. Ben, quand j'étais le soir dans ma chambre d'hôtel, j'ai pu, avec cette application-là, voir quels étaient les restaurants qui étaient répertoriés dans l'outil à proximité de l'hôtel où je me trouvais. Puis je peux avoir accès à des commentaires des internautes. Donc, ça donne le 2.0, où est-ce qu'il y a la collaboration, tout ça, où est-ce que c'est plus interactif. Alors, c'est un exemple. Et ça, c'est très pratique, par exemple, justement, pour aller passer un week-end ailleurs ou même en voyageant, là. Oui, c'est pratique pour l'utilisateur, mais je pense que c'est encore plus pratique pour le diffuseur. C'est-à-dire que c'est mitigé l'utilisation de tout ça. Hein. C'est récent, faut être prudent. Certaines compagnies d'assurance, par exemple, aiment pas qu'on puisse être géolocalisé partout où on se trouve, parce que c'est sûr que si on est géolocalisé, à Honolulu, oui, c'est un bel exemple. À Honolulu, ça se peut qu'on soit pas chez soi durant la nuit. Hein. Donc,
ça apporte certains dangers. Il faut l'utiliser avec vigilance. Absolument. Peut-être on peut utiliser l'outil sans être obligé de publier où on se trouve. Parfois aussi, c'est agaçant quand les gens publient toujours où ils se trouvent. Un autre exemple aussi de la sémantique et de la géolocalisation, pas nécessairement sur les appareils mobiles, mais juste si on crée un profil ou une adresse Gmail, qu'on utilise le moteur de recherche Google, ben déjà, si on fait une recherche, l'outil va moduler les résultats de la recherche selon l'endroit où on se trouve, selon les préférences qu'on a entrées en créant notre adresse ou notre profil, qu'on soit un homme, une femme, notre âge. Il va aussi avoir certains mouchards, des cookies, qui vont enregistrer nos habitudes de navigation. Donc, si moi, par exemple, chez moi, j'entre dans le moteur de recherche certains mots, peut-être que le résultat que je vais obtenir vont être différents de ceux qu'une autre personne située à quelques kilomètres de moi ou même sur un autre appareil, sur un autre ordinateur, avec les mêmes mots, nos résultats peuvent être légèrement différents selon tout ça. Donc, c'est ça le 3.0, c'est quand la sémantique et la géolocalisation entrent en jeu. Ça, je trouve ça dommage d'une certaine façon parce que on veut avoir accès à tout. Quand on fait une recherche, on veut, par exemple, avoir le choix. Là, si déjà on fait un choix pour nous, je trouve que c'est dérangeant. Ben, c'est dérangeant, ça biaise un peu le résultat. Par contre, en principe, c'est pour nous aider à obtenir des résultats qui sont optimisés selon nos préférences. On peut aussi, sur la plupart des outils de navigation, on a l'option de faire des navigations qui sont anonymes, donc qui sont pas liées à notre compte d'utilisateur. Puis à ce moment-là, on devrait avoir des résultats qui sont plus neutres. Donc, en tout cas, en principe. En gros guillemets, là. En gros guillemets. Il y a aussi, Edith, en terminant, le web réactif. Ouais, comment on le situe? Oui, le web réactif, on va l'entendre de plus en plus. En anglais, on appelle ça le responsive web. Donc, on sait je reviens à mes analogies de maison. Donc, en immobilier, on dit la petite phrase, c'est location des agents d'immobilier qui veut dire que l'endroit où se trouve notre maison ou notre business, c'est ce qui est le plus important. Je crois que les mots qui vont venir dans les prochains mois, les prochaines années pour les gens qui conçoivent des sites web, ça va être réactive ou responsive. Parce que cette façon-là de programmer les sites Internet permet de programmer en un seul site une plateforme dont l'affichage sera optimisé, peu importe le support sur lequel on consulte le site. Donc, qui est polyvalente. Puis qui est flexible, qui répond qui reconnaît l'appareil sur lequel on travaille, puis qui va optimiser l'affichage pour cet appareil-là. Donc, on n'a pas besoin de faire un site pour les appareils fixes, un site mobile, donc le petit M avant l'adresse, plus une application, ce qui engage beaucoup de frais. Maintenant, il y a des plateformes, même des plateformes gratuites sur lesquelles on peut faire un site web qui soit réactif. Donc, ça veut dire que si on le regarde sur un grand écran dans son bureau, on a un affichage qui est intéressant. Puis si on le regarde sur sa tablette ou sur son téléphone intelligent, il est tout autant. Il est toujours intéressant, puis il s'adapte. Donc, ça devient pas tout petit sur son téléphone. Puis là, il faut agrandir, puis on a de la difficulté à cliquer sur les liens. Mais le menu s'adapte, tout s'adapte à l'outil sur lequel on consulte le site. Et ça, c'est plutôt nouveau. Ça fait quelques années que c'est apparu à peine. Moi, j'ai commencé à en entendre parler à la fin 2011. Je pourrais pas dire depuis quand ça date. En fait, il y a eu le HTML au début qui s'ajustait. Ensuite, est venu d'autres trucs plus perfectionnés qui s'ajustaient moins. Maintenant, il y a un retour du HTML5 puis de certains CSS plus évolués dans la programmation. Mais sinon, je dirais que depuis 1 an ou 2, là, on en entend de plus en plus parler. Puis on peut plus l'ignorer maintenant parce que les ventes d'appareils mobiles, tablettes et téléphones intelligents tendent à dépasser les ventes d'appareils fixes. Donc, on doit s'assurer, si on a du contenu à mettre sur le web, qu'il soit accessible de toutes les plateformes. Ben oui, bien sûr, si on veut justement que ce soit efficace. Edith Jolicoeur, vous l'entendez, elle n'est pas habile qu'avec les pinceaux, mais elle est aussi avec les technologies, avec les médias sociaux. Et si vous avez des questions pour elle qui pourraient orienter nos prochaines chroniques, on est bien ouverte, n'est-ce pas, Edith? Les gens peuvent nous écrire par courriel, tout simplement, animation@suefm.com, sur la page Facebook de SUFM et sur la page Facebook aussi de Edith Jolicoeur, consultante branchée. Oui, puis si les gens n'ont pas Facebook, parce qu'on se souvient que 50% des Canadiens ont Facebook, donc
forcément 50% l'ont pas. Sur mon site consultantebranchée.com, il y a une petite section chronique sur UFM, puis vous serez redirigé vers le blog facilement. On se retrouve tous les lundis et à compter d'aujourd'hui, on va mettre aussi les chroniques précédentes sur notre site cieux-fm.com dans l'onglet à surveiller. Et Déjà Liqueur, consultante branchée, merci beaucoup de cette visite et de nous avoir grandement démêlés.